Hello la famille, bienvenue justement dans cette nouvelle livraison de votre programme. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on a l'immense honneur d'avoir un artiste musicien, ethno-musicien justement tel qu'il se présente. Il est de ces artistes de la nouvelle génération qui aiment valoriser et promouvoir la culture dont il est originaire. Ndachi, bonjour et bienvenue. Oui, allô. Lorsque tu prestes généralement, on a eu justement l'occasion de le voir encore pendant ces Jeux de la francophonie. Lorsque tu prestes de manière globale, on assiste là à des rituels. Lorsqu'on écoute ta musique, on voit justement que tu valorises tellement la culture camerounaise, la culture grassfield, mais pas que. Tu te présentes, on te présente aussi de manière globale comme étant un ethno-musicien. Commençons par là. C'est quoi un ethno-musicien, Ndachi? Le terme là, en fait. Ethno-musicien, moi je pense que c'est un musicien qui s'inspire des musiques patrimoniales et qui s'inspire des musiques patrimoniales, on va dire quoi, que composent les différentes ethnies. Ouais. J'espère que mon français est bon, mais voilà, on s'inspire des musiques patrimoniales, les musiques des ethnies. Donc on part dans les différentes ethnies que compose par exemple le Cameroun, ouais. Et en dehors du Cameroun, on voit ce qu'ils ont en termes d'art musical et puis on s'inspire de ça, on s'inspire de la musique, on s'inspire de la danse et on s'inspire des rituels autour pour pouvoir proposer quelque chose au public. Pour moi, c'est ça être un musicien. Donc ton travail, ça est consacré à cette branche-là, de la musique. C'est ça. Lorsqu'on parle de la musique en Afrique, au Cameroun particulièrement, mais en Afrique de manière globale, un élément qu'on rattache toujours à la musique africaine, par essence, c'est la danse. Pourquoi on ne dissocie pas généralement? Pourquoi on associe toujours les deux? On associe toujours les trois, on va dire. La musique en Afrique, c'est un triptyque. Danse, musique et paroles incantatiques, ou c'est incantatoire, c'est incantatique là. Anyway, c'est bon, danse, musique et rituel ou bien paroles pour des incantations. Oui. Parce que la musique en Afrique est fonctionnelle. Il n'y a pas de musique au sens premier qui est là pour divertir. Tout est lié pour quelque chose de précis. Tout est fait pour quelque chose de précis, pour des rituels comme on le dit. Oui. C'est qu'on danse, par exemple, on danse le congan. On chante, on joue de la musique, parce que c'est pas chanter, on joue de la musique, on danse, c'est pour un but précis. Il n'y a aucune musique qui est là seulement pour qu'on dise que divertissons-nous, ou bien qu'on passe la place publique et on dit que divertissons-nous. Bon, ça n'existe pas parce que toutes les musiques sont fonctionnelles et c'est généralement accompagné de danse parce que la musique émet un son, un rythme qui transmet les vibrations dans le corps et le corps réagit à ces ondes-là. C'est comme ça. Tout est lié, et on ne saurait dissocier. Pourquoi dissocier? Parce que c'est toujours... Quand tu vibres, tu produis toujours des sons. Et tout est lié. Tout est lié. Et généralement, lorsqu'on danse dans nos contrées lointaines, dans nos villages et ainsi de suite, on se rend compte que dans la majorité des cas, on forme un cercle. Quelle est la signification derrière ce cercle-là qu'on a généralement, qu'on esquisse nos pas de danse? Je ne peux pas parler aussi pour tout le monde, mais moi je sais que dans la cosmogonie grassfield, le cercle, on appelle encore ça quoi? 6 conférences, c'est ça non? Ouais, bon, 6 conférences, degrés. Ouais. Les angles composent un cercle, donc 360 degrés, si je me trompe bien, 3 plus 6, 0. En numérologie, ça représente le nombre des dieux, 9 notables. C'est toujours lié au chiffre 9, 9 notables, 9 graines de jujube, 9 mois au lacam, 9 semaines au lacam, 9 mois pour enfanter. C'est toujours lié à ce chiffre-là, 9, comment on décompose n'importe comment, quand on fait un arc de cercle 180 degrés, 1 plus 8 plus 0, c'est toujours, je sais pas, peut-être de façon instinctive, on fait toujours l'effort de se rapprocher, de former ce nombre d'or-là, de façon de former, parce qu'on ferme le cercle pour que toutes les énergies ne se dissipent pas. Oui, et généralement, bon, pas généralement, mais dans certains cas, au centre, il y a un feu. Ah oui. Le feu, il sert à quoi justement dans ce contexte? Le feu, c'est la vie. Le feu, c'est la vie. Le feu représente la vie. Contrairement à ce qu'on nous a fait vendre avec
avec, je sais pas, avec Nollywood, sans vouloir Nollywood ou Hollywood ou Bollywood. Le feu dans le vaudou, c'est de la vie. Le feu représente la flamme. La flamme, quand on dit que ton feu brûle en toi, le feu représente la vie. Et le feu représente l'union aussi. Le feu représente ce truc-là cette espèce de vitalité, ce truc-là qui réunit. Parce que souvent, on se réunit autour du feu pour compter, on se réunit. Le feu, c'est à cuisiner, le feu, tu vois un peu, le feu là, c'est cet élément-là qui nous réunit et qui nous donne la vie. Et comment qualifie-t-on concrètement, Dachi, ce style de musique? D'aucuns appellent musique folklorique, d'autres musique traditionnelle, d'autres musique patrimoniale. Quel est le qualificatif juste pour appeler ce type de musique? Moi, c'est la musique. Je ne sais pas pourquoi. Folklorique, moi, je trouve que le terme folklorique est un peu péjoratif parce que folklore, si je me refais à l'étymologie, ça veut dire désordre, en fait. Ça veut dire que quand on dit que vous faites du folklore, ça veut dire que vous ne faites rien. Moi, je pense que c'est parce que les gens n'avaient pas réussi à discerner, à voir réellement que dans ce qu'ils appellent le désordre là, il y a un certain ordre, il y a une certaine structure qu'ils ont appelé ça du folklore. Et malheureusement, les gens ont adopté ce terme et ça s'est transmis de génération en génération jusqu'à les propres enfants du village appellent leur propre musique folklore. C'est de la musique. Il y a même des distinctions, meilleur artiste folklorique par exemple. Moi, ça veut rien dire. C'est de la musique d'inspiration, la musique qui a d'inspiration patrimoniale ou d'inspiration traditionnelle. Traditionnelle, ça peut encore se dire. Mais comme traditionnelle, ça ne représente pas vraiment la musique ethnique traditionnellement. Makossa, par exemple, c'est une musique traditionnelle camerounaise parce que dans la musicosphère camerounaise, on l'a fait traditionnellement. On l'a fait depuis des âges et tout et tout. Patrimonial, encore, ça peut passer parce que ça appartient patrimoine d'une tribu et tout, et les gens s'en inspirent. Donc, moi, c'est la musique. Et si tu veux trop étendre, tu dis que c'est la musique patrimoniale. À quel moment est-ce qu'on quitte d'une musique patrimoniale, entre guillemets, à une musique commerciale? Musique comme le Bikotsi, ou bien même comme le Mangambeu, prenons cet exemple-là, est une musique qui fondamentalement est, comme toi-même tu l'as dit, triptyque, un rite également, qui amène justement, on doit l'effectuer dans un cas d'espèce bien spécifique. Mais aujourd'hui, des artistes font cette musique pour la vendre, par exemple. Est-ce que cette musique est toujours sacrée, concrètement? Donc, à quel moment est-ce qu'on passe donc de la musique patrimoniale à la musique commerciale? Au moment où ce n'est plus de la musique patrimoniale, c'est déjà une musique d'inspiration. Parce que moi, je pense que quand on appelle ça, c'est quel terme que je vais utiliser? Quand tu changes la fonction d'un truc, ce n'est plus la même chose en fait. Quand si tu prends par exemple le Ndanji, qui est une lamentation, les pleurs des reines mères, et que tu veux la vendre, tu n'es plus dans le même contexte l'utilisation première. Je ne sais pas si je me fais entendre. Dans le même contexte d'utilisation première, alors c'est plus ça. Forcément, tu n'as plus la même charge spirituelle, tu n'as plus la même énergie, tu n'as plus les mêmes instruments généralement, et ton objectif est différent. Ton objectif est différent. Ça fait plus une musique patrimoniale, à vrai dire. Ça fait une musique qui s'inspire de ça. Et ce qui s'inspire de ça, qui a ce background-là, mais qui n'est pas ça. Et moi, je pense que musique commerciale, c'est quand justement tu veux déporter les musiques de ces rites-là pour pouvoir l'offrir au monde. Que tu es dans une logique plus commerciale, je dirais, ou bien une logique de partage, tu es dans une logique plus commerciale. Lorsqu'on est dans cette logique de partage-là, est-ce qu'on peut toujours exploiter cette même musique, ce même style-là, lorsqu'on fait certains rites au village? Est-ce que c'est envisageable? Pour moi, si tu veux te référer à ce cas spécifique de Benskin, moi, le Benskin est déjà une expression de partage du meute, donc je ne pense même pas qu'on utilise. On utilise le Benskin comme il se joue là, où il se joue dans des cérémonies de partage, où il se joue pour se vendre. On utilise le même Benskin pour faire des rites. Je ne pense pas. La différence se situe à quel niveau? Est-ce qu'il y a une charge spirituelle telle que tu le disais tout à l'heure? Il y a qui le joue, il y a qui le joue et l'intention. Il y a qui le joue à quel moment et l'intention.
Moi, je pense que c'est ça qui fait la différence. Qui est censé jouer ce type de musique particulièrement? Il y a des castes qui sont censés. Par exemple, à l'origine, pour moi, ce que je sais du benskin, qui est une dérivée du meute, c'était une danse des reines-mères pour que le roi choisisse avec qui, peut-être il passera la nuit, et tout. Maintenant, après, les jeunes ont développé à ce que ça devienne du benskin. Mais je pense que si tu veux jouer ça au village, dans le cas du rite, je sais pas, de la drague ou bien de la cour, comme on fait comme ça, on va pas jouer le benskin tel qu'il est joué aujourd'hui, on va jouer peut-être sa forme première qui est le meute. Est-ce qu'il faut être initié pour pouvoir jouer ce type de rythme? Ça dépend. Il y a des rythmes et des musiques qui appartiennent à des castes bien précises. Je parle justement de ce type de musique-là, il faudrait être initié, je suppose, pour pouvoir les jouer. Si tu es dans la forme de partage, je pense pas que tu aies besoin d'une initiation. Mais si tu es dans la forme première, tu as forcément besoin d'une initiation. C'est pas un lambda qui va venir jouer du kongan, c'est pas un lambda qui va venir jouer du mwop, c'est pas un lambda qui va venir jouer du danji ou du menzong. Parce qu'il faut être de ces castes-là, il faut être guéri pour pouvoir jouer le menzong. Ou le manzong, comment le menjong. Donc, c'est différent, ça dépend des villages. Tu sais, c'est pas une personne lambda qui va il faut faire partie de cette confrérie-là, braver toutes les étapes qui t'auront proposées pour pouvoir entrer, avoir le secret de ce rythme. Parce qu'on a l'impression que ce qu'on écoute, en dehors ou bien pendant les représentations, c'est ce qui ça. Mais il y a un secret dehors qu'il n'y a que les initiés qui peuvent le savoir. Moi, je pense que l'expression première, il faut avoir atteint un certain niveau et ça passe par des rites, ça passe par une certaine initiation pour pouvoir jouer. Parce que moi, je ne peux pas venir, je ne suis pas dans le Congo, je ne peux pas venir comme ça, je descends au village pendant que je vois les gens en train de faire grandir la banane. Je dis que je vais aussi entrer jouer. Non. Est-ce que moi, je peux aussi marcher sur le feu comme les pères là? Je ne peux pas. Il faudrait que, même si j'écoute de la musique, mon cerveau enregistre et je peux reproduire. Ça ne sera pas ça. Parce que tu n'as pas, comment dire, le secret des mamans. Ça ne sera pas ça. Et même, je suppose que même ces instruments... Oui, ces instruments sont chargés. Ces instruments sont chargés. Ce n'est pas des simples instruments comme ça. Là. Du moment où quand quelqu'un a l'habilité à jouer le joue, c'est plus la même chose en fait. C'est plus la même chose. C'est que l'instrument peut faire, les fréquences que ça touche pour pouvoir peut-être guérir, ou bien guérir, régénérer, ou bien faire autre chose, ou d'autres vertus. C'est plus la même chose qu'un lambda touche. C'est comme le vet. Tu peux arriver au musée national, tu prends le vet, tu joues. Mais quand quelqu'un qui joue, et quelqu'un qui a la capacité, quelqu'un qui a été initié à cet art, prend, ce n'est plus la même chose. Il te transporte dans quelque chose que toi-même tu ne connais pas et dans des endroits insoupçonnés. Il faut donc conclure de par ce que tu dis que la musique, notre musique patrimoniale a pour vocation pas seulement de divertir, mais aussi de guérir. Oui, ça a des vertus thérapeutiques. Par exemple, à l'époque, bon, si je me souviens bien de ce que les parents disaient, à l'époque, on utilisait le kongan, par exemple, la musique, pour guérir les mots du village. Ça veut dire que quoi? Il y a un problème. Il y a un problème dans le village comme ça. On va voir la confrérie sortir, se mettre aux 4 coins du village, jouer ils vont jouer la musique comme ça. Et puis ça guérit. Et puis ça guérit. Par exemple, un temps, il ne pleut plus pendant un certain moment. Les terres sont arides. On appelle les dieux. C'est avec quoi? C'est avec la musique, c'est avec les danses, avec ces rituels-là. Donc ça a beaucoup de vertus. Et ça n'a justement pas d'abord le but de divertir. Le but, le divertissement entre quand tu n'es plus dans cette logique-là. Parce que moi, je ne pense pas que quand tu veux implorer ton Dieu,
tu veux divertir la population, c'est pas pour divertir la population, c'est pour le supplier que fait tomber la pluie pour que les semences, les semis qu'on a mis en terre puissent pousser, et etc., etc. Est-ce que pour toi, Ndachi, ce n'est pas problématique que certaines musiques ancestrales se retrouvent justement sur la place publique et est chantée à l'unisson à travers le monde? On a des musiques comme le bikutsi qui ont une vocation première et particulière, des rythmes encore même comme le mangombe qui ont une vocation première et particulière d'ordre traditionnel et ancestral, mais qui aujourd'hui sont chantés un peu de partout. Est-ce que ce n'est pas une limite? Est-ce plutôt un avantage? Moi, je pense pas. Moi, je trouve pas qu'il y ait un problème à ça. Moi, je trouve pas du moment où c'est encore une version. Par exemple, pour le cas d'espèce du bikutsi, c'est encore une version qui peut être jouée, moi, je trouve pas de problème. Moi, je pense qu'on doit partager sa culture, partager la musique de ses ancêtres. Maintenant, si les gens s'intéressent, c'est un avantage pour toi. Ils vont venir découvrir ce que vous avez fait depuis, et c'est ça. Moi, je pense que c'est plutôt un avantage. C'est comme une carte que tu adresses au monde, que voici ce qu'on sait faire, voici comment on chante, voici notre langue, voici comment on danse et tout. Partager. Là encore, c'est sur des versions, les versions qui sont accessibles à tout le monde. Maintenant, est-ce qu'on va jouer les musiques, les vraies musiques rituelles partout? Moi, je ne suis pas pour. Par exemple, on ne doit pas porter peut-être les sani, partir jouer comme on joue le bikutsi, on danse dans les bars, parce que c'est lié à un rituel très spécifique de célébration de vie, et il ne faudrait pas vulgariser, il faudrait garder ce petit côté mystique-là. Pour ma part, moi, ça c'est encore mon avis. Quand tu essaies de te projeter toujours par rapport à notre musique patrimoniale, est-ce que tu penses que dans 10, 20 ans, des personnes seront toujours en mesure d'initier d'autres? Est-ce qu'il y a cette transmission qu'il y a par rapport à notre musique patrimoniale? Est-ce qu'on ne perd pas certaines valeurs? Très honnêtement, moi, je pense que la transmission, ça dépend. Ça dépend vraiment de là où tu te trouves. Par exemple, chez nous, on a encore la grâce d'avoir des personnes qui s'efforcent chaque 2 ans dans l'événement biennal, par exemple, de transmettre ça aux plus petits. Ouais. Et moi, j'ai été agréablement surpris de voir que ce sont les plus petits chez nous qui partent chercher ça. Bon, moi, je peux que parler de mon cas parce que moi, je ne pars pas au fin fond des villages assez pour voir comment ça se passe là-bas. Mais je pense que chez nous, on a encore la grâce de pouvoir d'avoir les gardiens de la tradition, d'avoir des gardiens de transition qui le transmettent, qui participent encore à l'éducation des plus petits, et qui grandissent avec cet amour, ce grand amour pour les us et coutumes, et je pense qu'ils vont transmettre à leurs enfants. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai vu de chez nous, et c'est vraiment super. Maintenant, ailleurs, moi, ce que je vois en ville, je vois des jeunes très acculturés. Je me demande si effectivement, toi tu parles dans 20 ans, si dans 10 ans ils connaîtront encore dire bonjour à leur langue maternelle, ou dire comment peut-être, je sais pas, ils connaîtront faire quelque chose, ou ils connaîtront quelque chose en rapport avec là où ils viennent. C'est ce que moi je trouve dommage. Moi, ce que je vois en ville, maintenant au village, il y a quand même encore les gens qui disent que non, on ne peut pas s'éloigner de ce que nous sommes. Voilà. Tu es aujourd'hui ethnomusicien, mais particulièrement tu es artiste musicien, artiste chanteur particulièrement, et tu as choisi d'utiliser les rythmes qui viennent du Cameroun, qui viennent du terroir. On assiste aujourd'hui à une certaine volonté manifeste de la part de certains artistes à copier, plagier particulièrement les musiques qui viennent d'ailleurs. Est-ce que tu ne penses pas quelque part que pour arriver au rendez-vous du donner et du recevoir, il faudrait aller avec une dose d'originalité? Qu'est-ce que tu penses de ces artistes-là qui s'approprient les styles qui viennent d'ailleurs, amapiano, afrobeat, afropop? Moi, je pense que à la fin de la journée, chacun fait ce qu'il veut. Chacun réagit à son appel comme il veut. Moi, par exemple, l'appel que j'ai, c'est de valoriser ces musiques-là, et je ne vois pas pourquoi moi je parle encore de mon cas, je ne vois pas pourquoi je vais partir copier quelque chose qui vient d'ailleurs alors que j'ai ce que j'ai à la maison.
C'est ça. Je ne vois pas pourquoi partir manger chez le voisin alors que maman a préparé, c'est bon. Je ne vois pas pourquoi faire. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas quand même partir saluer les voisins, il faut partir saluer, mais tu ne peux pas t'affamer, ta mère a préparé à la maison. Tu t'affames parce que tu veux partir manger sur le voisin. Mange d'abord ce que ta mère a préparé. Avant tu arrives, tu as la politesse de goûter aussi ce que le voisin a. Et moi je trouve que ces artistes, comme tu le dis si bien, gagneraient à valoriser la musique qui vient de chez eux d'abord, parce que comme tu dis, au rendez-vous du donner, du recevoir, on n'est pas qu'avec ce qu'on a, on n'est pas qu'avec ce qu'on a, et ce que tu as, c'est ce que tes ancêtres avaient, c'est ce que tes ancêtres ont transmis jusque-là, c'est ce qu'il y a chez vous, ce n'est pas, tu vas partir, parce que tu ne feras jamais mieux que quelqu'un, tu ne feras jamais mieux pour ma part que quelqu'un qui fait ça naturellement. Moi, je ne peux pas partir, je ne peux pas faire du chant lyrique mieux que quelqu'un qui est né avec, ou ça fait partie intégrante de sa culture. Même si j'ai quelques capacités vocales, ça sera toujours bien. Mais le acquis et le inné, c'est deux choses complètement différentes. Oui, complètement différentes. Ça se sent toujours. Il y a toujours quelque chose qui est... C'est bien, mais il manque le petit truc là, tu vois. Alors que quand tu es dans ton élément, ça paraît plus naturel, tu vibres naturel. Et souvent, quand tu es même sur scène, tu as l'impression que tu n'es pas seul en fait. Moi, j'ai toujours cette impression. Tu as l'impression de planer. Oui, j'ai toujours cette impression-là que je ne suis pas seul. Il y a des gens qui sont autour de moi, que la scène est habitée et tout. N'ayez pas peur. C'est l'impression que j'ai. Est-ce que ce n'est pas dû parfois, entre guillemets, au rythme que tu fais aussi pendant... Peut-être. Peut-être, parce que... peut-être, c'est sûrement ça. Ces rides-là, c'est pas dangereux pour le public? Non, c'est pas dangereux. Quel est l'objectif de ces rides, justement, d'Haché? C'est justement, ne pas justement dissocier, là. C'est pas justement dissocier. Prendre la musique africaine telle qu'elle. Prendre la musique africaine telle qu'elle. La musique africaine, c'est la musique, la danse et les paroles incantatives. Et où c'est incantatoire. D'ici à la fin de l'émission, on saura. C'est ça la musique africaine. Et moi, quand je suis sur scène, je fais l'effort de la représenter dans cette trinité ou bien dans cette tridimensionnalité. Oh mon Dieu. Je pense que là, tu me dois de l'argent. Dans cette tridimensionnalité là, moi je fais toujours l'effort de le faire. Donc il y a la musique, il y a la danse, il y a ces paroles là. Maintenant, ces paroles, moi je ne vois pas, moi ça ne me fait pas du mal. Et au contraire, les gens viennent me parler de ce que ça leur fait quand ils écoutent ou quand ils voient ça. Et moi je suis ravi. Je dis qu'ils n'ont pas à avoir peur de ça parce que c'est ça. C'est ça la musique, c'est ça. Mais est-ce que ça ne te restreint pas le fait d'être Camerounais, encore même originaire de l'Ouest, et de faire ce type de chansons sur des scènes internationales? Le faire par exemple au Congo, le faire au Tchad, en fait tu voyages tellement, le faire même en Europe. Est-ce que ça ne restreint pas le public? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce que tout le monde comprend? La preuve, on a eu la médaille de... Voilà ça. Il y avait les gens, il y avait tous les pays du monde francophone qui compétissaient. On est resté, nous, on a fait ça. Et le public a apprécié. C'était les Congolais qui, par exemple, qui venaient dans les loges, disent que Cameroun, gars, vous avez tué. Ça, c'est pour vous. Et on est resté tel que nous sommes. On est resté avec cette musique-là. Est-ce que c'est une manière de dire que... On n'a pas eu besoin de se traverser ou de partir être des personnes que nous ne sommes pas. Parce qu'il y avait déjà ces personnes-là. Oui. Il y avait déjà ces personnes-là dans le public. Si moi, dans les compétiteurs, si moi, par exemple, mon équipe venait à copier, je sais pas, Gabriel de la France ou bien Estelle du Canada, je sais pas, ou bien... Est-ce que c'est une manière de dire que... Monsieur du Liban, est-ce que si je partais les copier, les gens allaient sentir cette authenticité? Ils n'allaient pas sentir. Moi, je pense qu'ils allaient préférer exactement ces trois-là à mon détriment parce que pour eux, ça paraît mieux, ça paraît plus naturel que chez nous. Et un truc fort important et fort évocateur également que tu as mentionné, le soutien de d'autres pays d'Afrique. Tu as mentionné justement le cas de la République démocratique du Congo. Est-ce une manière de dire que la musique africaine, de manière globale, en fait, est interconnectée, tout est lié finalement? Naturellement. Même s'ils ne comprennent pas la langue, en fait... Naturellement. Et je veux te dire, on avait un même riff de percussion que la Côte d'Ivoire.
Il y a dans la chanson Tam Tam, la partie Sangando, on danse là. C'est un même riff de percussion que Léry Sankofa avait en Côte d'Ivoire. J'ai trouvé ça dingue de voir comment la musique c'est vraiment interconnectée. Nous sommes les enfants d'une même mère, les enfants d'une même terre. Et quand on le dit, ce n'est pas seulement parce qu'on veut chanter, on va avoir des paroles poétiques, parce que c'est ce qui est. Qui aurait pu croire ça? Tu arrives dans une compétition, le même riff de percussion, tu vois. Qui aurait pu croire ça? C'est bizarre. Mais ça s'est arrivé et c'était magnifique. Ça, tu vois, c'est que waouh, mais tiens, tu as ça, j'ai ça. Et je promets que moi, je parle, pour ma part, moi, je ne l'ai pas écouté avant de reproduire ça dans la musique. Et pareil, elle. Donc, c'était comme... Ça sonnait comme une évidence, en fait. Et c'est tellement passionnant, justement. Terminons cet entretien. Oui. Merci énormément, Dachi, d'avoir accepté notre invitation. Pas l'amour. La prochaine musique, ça arrive très, très bientôt. Ouais, le 8 septembre, il y aura toi, c'est... Après le sacre au jeu de la francophonie, on a décidé de proposer cette chanson-là pour remercier Dieu, pour remercier nos amours, nos amis, les personnes qui nous soutiennent tous les jours sans rien demander en retour, qui nous voient tels que nous sommes, sans qu'on puisse le dire là. Et ce sera de l'afrobeat. C'est pas de l'afrobeat. On va découvrir en tout cas. Merci beaucoup, Dachi, tu sais ce qu'on dit? On est ensemble. Merci énormément à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés jusqu'à la fin. On va terminer avec un extrait a cappella de la prochaine chanson. N'oubliez pas de vous abonner sur nos pages. On est ensemble. Oh, y'a que toi, Nandeno, yeah. Regarde comment on est ensemble.